Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tijini Talk. Ce soir, je reçois Monsieur Richard Miller, sénateur du mouvement réformateur. Richard Miller, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sénateur du MR, Oui. mais vous êtes également ancien ministre de la Culture et de l'Audiovisuel. Oui, tout à fait. On va parler de questions qui sont relatives peut-être aux positions de votre parti, le mouvement réformateur, mais peut-être avant de commencer, peut-être votre regard sur le bilan de l'actuel ministre de la Culture et de l'Audiovisuel. Madame Fadila Lanan. Oui, bien entendu. Écoutez, mon parti est dans l'opposition. Le mouvement réformateur est dans l'opposition à la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, comme on dit, et dans l'opposition également en région bruxelloise et en région wallonne. Alors, le bilan, enfin le regard que je porterai sur le bilan de Madame Lanan n'est pas un bilan entièrement négatif. Ce serait exagéré, ce serait excessif. Mais j'ai quand même un sentiment de déception parce que Madame Lanan avait entre les mains l'ensemble de toutes les compétences culturelles de la communauté française. On va pas entrer dans le détail parce que c'est très compliqué, le système belge est très compliqué, mais elle avait entre les mains toutes les compétences possibles. En plus, il y avait eu le refinancement de la communauté française, donc de l'argent nouveau, de l'argent frais, était venu pour toutes ces compétences. C'est quelque chose qui avait été demandé à l'époque du gouvernement d'Hervé Asquin, dans lequel j'étais. Et malgré ces moyens nouveaux, malgré toutes les compétences, je trouve que aujourd'hui il y a comme une espèce d'endormissement de la création culturelle, artistique, audiovisuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, je trouve ça dommage. D'accord. Alors, vous êtes connu comme étant l'un des théoriciens du mouvement réformateur en matière du libéralisme. Vous avez participé à la rédaction de plusieurs manifestes. D'abord, un petit mot par rapport à ça. Bien, voilà, vous avez raison. L'âge, tout doucement, me donne l'expérience. Il est vrai qu'en 1996, j'ai eu le plaisir, j'ai eu l'honneur de travailler, d'écrire, de coécrire entre quatre yeux avec Louis Michel le manifeste du libéralisme que nous avions appelé l'optimisme de la liberté. En 2002, j'ai été le rapporteur des travaux du manifeste qui a fondé le mouvement réformateur, qui à l'époque, comme vous le savez, était un ensemble composé de la famille libérale, du FDF et du MCC. C'était en 2002, c'était l'époque de Daniel Ducarme. J'étais le rapporteur du congrès. Ensuite, Didier Renders m'avait confié la rédaction d'un nouveau manifeste en 2009 que j'avais intitulé « Mieux pour tous », pour tous les habitants de notre pays. On va probablement en parler. Surtout, on va parler de ça. Mais malheureusement, ce manifeste qui a été présenté devant un congrès n'a pas été jusqu'au bout de sa course, parce que le gouvernement est tombé et a eu des élections comme toujours en Belgique. Et voilà. Mais donc, c'est vrai que j'ai eu l'honneur de travailler pour 3 grands présidents de la famille libérale francophone. Alors, monsieur, l'un des théoriciens du MR, vous êtes docteur en philosophie, ça, il faut peut-être le rappeler aussi pour nos téléspectateurs. Monsieur Tijini, vous êtes très gentil avec moi, c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Quand j'ai terminé... Plus qu'être sénateur MR? Ah non, sénateur MR, ça c'est le pied, ça c'est le sommet, ça. Non, je plaisante. Mais quand j'ai terminé mes études de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, je n'avais pas les moyens financiers. Je suis issu d'une famille pauvre. Je n'avais pas les moyens financiers pour faire un doctorat, etc. Et donc, toute ma vie professionnelle, j'ai voulu un jour terminer un doctorat en philosophie et je l'ai fait à l'âge de 56 ans. Donc c'est tout récent, sous la direction de Lambros Kouloubaritsis, un doctorat en philosophie. Alors, vous venez de dire que vous êtes issu d'une famille pauvre. On va peut-être parler de ces préjugés. Comment est-ce possible qu'un libéral est issu d'une famille pauvre? Est-ce qu'on peut être pauvre et libéral, monsieur Miller? Tout à fait, monsieur Tijini. Parce qu'on a l'impression c'est une question qui va au cœur du sujet. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des capitalistes libéraux. Voilà, vous allez vraiment au cœur du sujet. Donc tout d'abord, je suis né dans une famille d'ouvriers wallons à Charleroi. Mon grand-père était ouvrier mineur, donc je n'ai de leçons à recevoir d'aucun socialiste. Mais vous êtes peut-être l'arbre qui cache la forêt. Pas du tout. Il n'y a que des non, pas du tout. Capitalistes, des banquiers au sein de votre mouvement.
ce n'est pas parce que je m'appelle Richard que je suis forcément banquier. Hein. Et donc, j'ai travaillé pour payer mes études. Mais ce que je tiens à dire, c'est que même étant né dans une famille de Wallonie, d'ouvriers wallons, j'ai toujours ressenti en moi le sentiment de la liberté. Moi, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire, de penser comme il a envie de penser, etc. C'est peut-être grâce à mes parents, c'est peut-être grâce au milieu dans lequel je suis né. En tout cas, c'est grâce à l'école publique. S'il n'y avait pas eu d'école publique, s'il n'y avait pas de bibliothèque publique, s'il n'y avait pas d'aide dans tous ces domaines-là, moi, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite. Il se fait que après mes études, le hasard a fait que j'ai rencontré un jeune échevin qui allait devenir président du Parti libéral, Louis Michel. Louis Michel aussi est issu d'une famille pauvre. Louis Michel aussi a payé pour financer ses études. Louis Michel, l'ancien président du mouvement réformateur, ancien ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, actuellement député européen. Et donc voilà, des synergies se sont créées, de la sympathie qui est devenue de l'amitié, et nous avons travaillé ensemble sur le lancement de ce que Louis Michel a appelé le libéralisme social. Alors comment expliquez-vous peut-être ces étiquettes, par exemple, libéral est égal riche? Eh bien, qu'il n'y ait jamais eu d'erreur dans l'histoire du libéralisme, ça je ne vais pas l'affirmer. Moi, effectivement, il y a certains choix politiques qui ont été faits à certains moments dans l'histoire du libéralisme que je n'aurais probablement pas soutenu, que je n'aurais pas apprécié, contre lesquels je me serais peut-être élevé. Tout parti politique a une histoire derrière lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, la véritable difficulté, c'est tout simplement, ça j'en suis vraiment convaincu, et là vous sentez tout de suite la chaleur qui monte, c'est la mauvaise foi d'un parti socialiste qui, parce qu'il n'a plus d'idées, parce qu'il n'a plus de propositions à avancer pour essayer de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, eh bien, n'a comme seule attitude que, tout simplement, essayer de dénigrer, de dénaturer le programme, le projet que nous sommes. C'est très simple pour eux. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait qu'il y a un problème, s'il pleut, s'il y a des problèmes d'eau, etc., s'il y a des gens malheureux, s'il y a des gens pauvres, s'il y a une crise, etc., c'est de la faute des libéraux. Mais pourquoi vous ciblez que le Parti socialiste? Il y a d'autres mouvements de gauche aussi, d'autres partis qui critiquent le MR. Oui, parce que bon, là, écoutez, c'est le Wallon, c'est plutôt le Wallon qui parle. Je suis heureux d'être invité sur votre chaîne, mais moi, je suis né en Hainaut, je suis élu dans une ville du Hainaut, pas n'importe laquelle d'ailleurs, à Mons, et il n'y a rien à faire. La Wallonie est dominée depuis 30 ans par le Parti socialiste sans discontinuer. Vous le critiquez, vous êtes quand même en coalition avec le PS à la commune de Mons, avec Di Rupo en personne. Avec Di Rupo, et vous êtes échevin dans cette coalition. Et vous allez remarquer, écoutez, je peux vous répondre de façon sérieuse, je peux vous répondre aussi avec un peu d'ironie ou un peu de plaisanterie. Vous aurez constaté ces derniers temps qu'on reproche à Elio Di Rupo, y compris dans les milieux socialistes, de mener une politique de centre-droit, de mener une politique de plus en plus libérale. Lorsqu'il doit proposer des solutions, de quoi parle-t-il? Il parle de la compétitivité des entreprises, il parle du libre marché, il parle du projet européen, etc. Je pense que c'est peut-être aussi parce que nous sommes en majorité à Mons, Monsieur Tigini. Alors, Monsieur Richard Miller, je rappelle... C'était une plaisanterie. Hein. La vérité, c'est que dans une région comme le Hainaut, il est très 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 difficile d'arriver à surmonter le pouvoir, l'omnipotence du Parti socialiste. Je le cible, oui bien entendu, parce que c'est lui qui détient tous les outils dont nos citoyens, dont notre société a besoin pour évoluer, sont entre les mains du Parti socialiste. Et moi je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, ils sont dépassés. Juste peut-être pour clôturer ce chapitre, s'il est omniprésent, c'est peut-être parce que le peuple l'a voulu. Ah oui, mais alors là, on entre vraiment dans une grande analyse sociologique. Moi, évidemment que je respecte le choix des électeurs. Ça, bien entendu. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les électeurs qui croient que la solution à leurs problèmes, la sécurité sociale, tout ce qui peut leur garantir un peu de bien-être, etc., se trouve
à l'intérieur ou dans le projet socialiste, se trompe. Et si on n'arrive pas à expliquer que ce n'est pas le cas, ben je crois que notre société aura de plus en plus de problèmes. Alors, on va revenir à ces manifestes. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, d'ailleurs, les problèmes que nous connaissons en Wallonie depuis déjà un bon bout de temps, vous commencez à les connaître à Bruxelles. Hein. Depuis que le Parti socialiste dirige ici à Bruxelles, vous avez de plus en plus de problèmes, et je trouve que Bruxelles, la situation même de Bruxelles, est de plus en plus difficile. Peut-être qu'on va organiser un vrai débat en présence d'un socialiste et peut-être ça serait peut-être plus objectif. Donc, on va peut-être revenir à vos propres manifestes. On a parlé tout à l'heure que vous avez participé à la rédaction de plusieurs manifestes du mouvement réformateur. Et dans ces manifestes, il y avait bien sûr, en tout cas je l'imagine, j'espère bien, parce que sinon le contraire m'aurait un peu surpris, qu'il y a des chapitres réservés au vivre ensemble, à l'intégration des personnes d'origine étrangère, à la place des religions, etc. Est-ce bien le cas ? Oui, parfaitement. Pourquoi ? Il n'y a pas... C'est encore ces préjugés, que les libéraux, ils ne parlent que de finances, que de... Mais oui, enfin... que d'argent. Donc c'est comme si les libéraux se retrouvaient dans... D'ailleurs, c'est la formule que M. Magnette a utilisée de façon un peu indigne, disant c'est une espèce de club de nantis qui se retrouvent entre eux, etc. Pas du tout. Venez à un congrès du mouvement réformateur, vous verrez à quel point le peuple libéral est composé de toutes les couches de la société, et ce sont des gens qui travaillent, des gens qui cherchent un emploi, des gens qui essayent de nourrir leur famille, d'élever leurs enfants, etc. Alors on va revenir peut-être sur ces questions de la diversité. Oui. Vous le savez très bien, parce que c'est l'actualité qui le veut. Oui. Ces derniers jours, on ne parle que de ça, que d'intégration, que de groupes islamistes radicaux, etc. Oui, j'aimerais bien avoir la position du MR par rapport à ces questions-là. Eh bien, donc j'y viens. Parce qu'on a entendu que la position de M. Renders. Eh bien, sur l'échec de l'intégration. Ce n'est pas n'importe qui, hein, Monsieur Renders à l'intérieur de la famille libérale, et ses propos ne sont pas n'importe quoi. Je voudrais donc je réponds à votre question. Il n'y a pas de projet de société plus ouvert que le projet libéral. Moi, je connais pas d'autres exemples. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, les régimes communistes, les régimes collectivistes. Vous pouvez prendre des États religieux, etc. Le seul modèle, le seul système, le seul modèle institutionnel qui garantit l'ouverture à toutes les croyances et l'ouverture à toutes les formes de conviction, c'est la démocratie libérale. Il n'y a pas d'autre exemple. Si vous voulez, on peut parler de ce qui s'est passé dans les républiques socialistes d'Union soviétique, où on a massacré les gens, transporté les populations, etc. Ça n'est jamais arrivé dans une démocratie libérale. Et donc moi, première chose. Deuxième chose, je n'accepte pas que l'on donne de la Belgique, que l'on donne de Bruxelles, que l'on donne de la Wallonie, l'image de régions, de pays qui seraient fermés, comme s'il y avait des politiques d'exclusion à l'égard des personnes. Je regrette, la population belge est une population d'accueil. Nous avons mis en place un système de sécurité sociale extraordinaire, un des plus porteurs, un des plus généreux au monde, et les différentes populations peuvent en profiter. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, ce modèle-là, c'est celui de la démocratie libérale. C'est un projet libéral. Alors, par rapport donc à l'ouverture à l'autre, à l'ouverture aux différences convictionnelles, aux différences culturelles, aux différences traditionnelles, etc. Moi, je n'accepte aucune mise en garde, je n'accepte aucune critique par rapport au projet libéral fondamental. Vous avez parlé du système libéral, oui. Mais peut-être les gens aussi critiquent le parti libéral, parce qu'ils disent que c'est un parti anti-étranger, anti-musulman. Donc, franchement... Hein, certains le disent. Oui, certains le disent. Je vais pas reprendre mon couplet sur la mauvaise foi du Parti socialiste, mais et de nos adversaires, mais il y a un point très très important, M. Tigini. Ce n'est pas parce qu'on pointe un problème. Ce n'est pas parce que lorsque l'on est responsable politique, c'est-à-dire des hommes, des femmes, dont la mission est de s'occuper des problèmes de la société. Sinon, on ne voit pas à quoi servirait le politique. Notre responsabilité est de s'occuper des problèmes de la société, de les pointer, d'y apporter des réponses, d'y apporter des solutions. Ce n'est pas parce que l'on fait ça, notamment dans le domaine des différences convictionnelles ou des différences sociologiques, des différences de population. Ce n'est pas parce que l'on fait ça que l'on est
contre les populations. Ce n'est pas pour ça que l'on est contre les différences de religion, qu'on est contre les gens qui ont une foi différente, etc. On essaye d'apporter des réponses à cette difficulté-là. Et c'est vrai que nous avons le sentiment, j'ai le sentiment, très réellement, que notre société devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. On n'est plus du tout dans le... Mais tous les pays évoluent comme ça. On n'est plus du tout dans le cadre d'une région qui serait composée uniquement d'hommes et de femmes bleus, blancs, belges, pour reprendre une expression un peu agricole. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes maintenant dans une société multiculturelle, pluriculturelle, pluriconvictionnelle. Alors qu'est-ce que l'EMF propose pour que ces personnes de ces origines pluriculturelles trouvent pleinement leur place dans cette société belge? Le fondement du projet libéral, c'est l'être humain. Si vous avez affaire à un discours qui ne met pas en valeur l'être humain, alors vous n'avez pas affaire à des libéraux. Donc le projet libéral est fondé sur l'être humain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ce n'est pas simplement le bourgeois bien installé dans ses papiers, c'est aussi l'Africain qui vit une situation très difficile dans des pays, dans des zones différentes, dangereuses, etc. Et donc, notre projet porte sur l'être humain, sur tout ce qui peut améliorer la qualité de vivre des personnes. Et donc, par exemple, un élément fondamental à nos yeux, c'est tout ce qui concerne, l'éducation, tout ce qui concerne l'école. L'école, à nos yeux, est le lieu même où les différences doivent pouvoir se rencontrer. Et donc, j'ai fait des propositions en matière des cours de religion, par exemple. Je suis toujours surpris que dans notre système aujourd'hui, quand on dit aux petits-enfants, aux petits élèves, maintenant, on va parler de choses sérieuses, on va parler de la vie, on va parler du sens de la vie, du respect de l'autre, etc. Et donc, on va commencer par prendre les petits catholiques, les mettre dans un coin, les petits protestants de l'autre, les petits juifs, les petits musulmans, etc. Non, ça ne va pas. Dans une société multiculturelle comme la nôtre, ou interculturelle comme la nôtre, il faut pouvoir mettre les enfants ensemble et leur enseigner des éléments, des valeurs démocratiques à partager et à mieux connaître l'autre. Donc, mon objectif, à travers une proposition que j'ai faite de créer un cours en 2004, depuis 2004, mais maintenant ça bouge. Enfin, c'est d'arriver à cela, c'est d'arriver à avoir un cours qui enseigne de façon obligatoire à tous les enfants les valeurs qui ne sont pas, parce que ça je suis très sensible à cette question-là, ce ne sont pas des valeurs universelles. Moi, je n'aime pas ce terme-là. Je n'aime pas de dire les valeurs que l'Occident défend, les valeurs que la société belge défend, ce sont les valeurs universelles. Je n'aime pas cette formule-là. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez aller dans des tas de coins du monde où les gens ne sont pas régis, où les relations humaines ne sont pas régies par ces valeurs-là. Ce sont des valeurs universalisables. Il faut pouvoir parler aux gens. Il faut pouvoir discuter avec les gens. Alors concrètement, vous êtes pour la suppression des cours de religion ? Le système belge est compliqué, ça je l'ai déjà dit, donc je le répète. La société belge s'est construite sur un accord qui intègre à l'intérieur de l'école les cours de religion et de morale. Mais c'était à une époque où il n'y avait, grosso modo, que des chrétiens, la majeure partie des catholiques, et des laïcs. Aujourd'hui, nous avons affaire à 8 confessions. Donc il y a 6 religions et 2 cours de morale qui doivent être organisés dans toutes les écoles. Ça pose problème. Alors, je ne suis pas un bouffeur de curé, je ne suis pas un bouffeur d'imam non plus, que du contraire, je respecte vraiment les convictions. Donc, mais je crois que le système doit être revu. Donc je ne dis pas qu'il faut supprimer tous ces cours-là, mais il est temps de le repenser. Votre parti était à la pointe dans le débat concernant l'abolition, la suppression des signes religieux à l'école et dans le monde du travail, de manière générale. Oui. C'est l'image que les gens gardent de votre parti, un parti peut-être qui ne parle que des questions qui concernent une seule religion. Oui. La religion musulmane, pour ne pas la nommer. Et donc, je pense avoir déjà apporté quelques éléments de réponse. Je parle de votre parti. Oui, du parti. Oui, mais bon, je pense bien connaître le projet de mon parti et ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver dans tous les textes, dans tous les discours, toutes les déclarations, y compris pour certains collègues
qui ont parfois une sensibilité un peu plus forte sur le sujet. Mais si je reprends par exemple les déclarations de Françoise Keepmans, je vois très très bien que nous portons le même type de discours. Et lorsque des membres, des collègues parlementaires et maires expriment une sensibilité plus forte, je regrette. Il faut bien écouter tout ce qui est dit. Et il n'y a pas au départ la condamnation de la conviction musulmane. Ça, je ne l'ai quand même jamais vu, jamais lu nulle part. Donc il y a un respect des différences convictionnelles, il y a un respect de la foi musulmane, de la population musulmane, de la foi catholique, de la population catholique, etc., etc. Ce que nous disons, c'est que le seul système qui peut permettre à toutes ces convictions différentes de vivre ensemble, pacifiquement, sur un même territoire, celui d'une ville comme Bruxelles, ou celui de la Belgique, ou celui de l'Union européenne, c'est un modèle de démocratie libérale. Et ce modèle-là est fondé sur l'être humain, je l'ai dit tantôt, mais aussi sur l'impartialité de l'État, sur un État neutre, sur une autorité publique qui est neutre. C'est la raison pour laquelle nous insistons, c'est vrai, sur le fait que nous ne voulons pas de signes convictionnels dans les écoles. Nous ne voulons pas de signes convictionnels là où se situe l'autorité publique. Ça ne concerne pas uniquement les musulmans, ça concerne toute forme de conviction. Et je pourrais même vous dire que je n'accepterai pas que dans une administration ou dans une école, il y ait une affiche du Parti Socialiste, par exemple. De même que je n'accepterai pas qu'il y ait une affiche du mouvement réformateur. Est-ce que vous admettez, M. Miller, qu'il y a peut-être parfois une incompréhension ou une mauvaise communication entre votre parti et ces populations d'origine étrangère ou musulmane? Sur quelques questions comme celle qu'on vient de débattre. Je pense que oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, M. Tigini. Moi, j'ai un souvenir de vous, d'ailleurs, entre parenthèses. Un jour, j'ai été blessé dans une manifestation et c'est vous qui m'avez recueilli et qui m'avez amené me faire soigner à l'hôpital. Donc, c'est une manifestation de soutien au peuple palestinien. Tout à fait. Je vous en suis reconnaissant. Mais c'était une parenthèse. Mais il fallait quand même que je le dise. Oui, bien entendu que ce n'est pas simple d'expliquer les problèmes. Ce n'est pas non plus simple d'exprimer des solutions quand elles ne sont pas des solutions à la grosse louche, quand il ne s'agit pas d'un discours populiste. Je ne nie pas, par exemple, lorsque M. Renders dit qu'il y a des problèmes, mais moi je dis, c'est vrai, il y a des problèmes. Et si on ne fait pas attention, si on n'apporte pas des solutions, il y en aura de plus en plus. Et donc, il faut oser amener les bonnes réponses. Mais cela étant, oui, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de s'adresser beaucoup plus directement à la population de conviction musulmane qui a ce sentiment, à tort. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Charles Michel a organisé une délégation de notre parti au Maroc, justement pour le montrer. Il a voulu chercher un geste symbolique fort pour montrer que nous étions tout à fait favorables à une société interculturelle. Est-ce que ce discours d'ouverture est plus partagé au sein du mouvement réformateur? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de personnes qui partagent ces convictions d'ouverture pour la diversité aussi? Donc je le répète, fondamentalement, les membres, les mandataires, les parlementaires, les figures du mouvement réformateur partagent cette conviction. Je n'ai, d'ailleurs, sinon je m'y opposerais. Ce n'est pas si quelqu'un de chez nous disait pas d'étrangers, pas ceci, etc., etc., il ne tiendrait pas un discours libéral. Le libéralisme est un discours d'ouverture. Mais nous voulons que ça marche, nous voulons que ça réussisse, nous voulons que cette société d'ouverture soit harmonieuse pour l'ensemble des populations différentes, d'origines différentes qui vivent sur un même territoire. C'est la raison pour laquelle nous disons, lorsqu'il y a un problème, il faut le solutionner. Il faut y apporter des réponses, que ce soit par l'éducation, que ce soit par un parcours d'intégration, que ce soit aussi en défendant certaines valeurs, parce que ça aussi c'est un élément fort important. Il est essentiel que les populations d'origine étrangère et de convictions différentes comprennent que si jamais le modèle évoluait et que l'on quitte le modèle de la démocratie libérale pour aller vers un autre type de modèle, par exemple un système théocratique, comme certains le veulent,
les autres personnes qui sont d'autres convictions ne seraient plus du tout en sécurité, ne seraient plus du tout en sûreté. Et donc, la mission qui est celle des responsables démocrates, libéraux, aujourd'hui, c'est de garantir le vivre ensemble harmonieux et dans la paix. Pour la liberté religieuse. Donc, je vois que vous avez rédigé un petit livre sur la foi religieuse et société libérale. Oui, j'y exprime dans des termes un peu plus, disons, un peu plus universitaires, parce que c'était un cours à l'université catholique de Louvain-Mons que j'ai prononcé ce texte, qui a été fortement apprécié par les libéraux, puisque Louis-Michel et Verhofstadt se sont chargés de le publier. Et c'est ce que j'explique dans cette brochure. J'explique en fait que ce qu'il faut, c'est mettre au point un système dans lequel les différentes convictions peuvent se parler, peuvent définir des valeurs communes et respecter ces valeurs communes. Alors, vous êtes sénateur, vous avez participé dernièrement à une mission en Tunisie, en Égypte, oui, pour peut-être s'enquérir de la situation de la femme dans le printemps arabe. Oui, tout à fait. Donc à l'origine, il existe un accord d'Istanbul qui garantit la mise en avant de tout ce qui concerne l'égalité homme-femme dans le bassin méditerranéen. Et donc, nous avions déposé un texte à ce sujet. Ensuite, au moment où nous devions en débattre, on a été un peu pris de vitesse par le printemps arabe. Donc la commission a décidé d'envoyer plusieurs parlementaires, plusieurs sénateurs en Tunisie, au Caire d'abord, et puis à Tunis, pour prendre le pouls de la situation de la femme dans le printemps arabe. Alors, quelles sont les conclusions ? Nous sommes revenus un peu... je vais pas dire... Par rapport à l'Égypte, nous sommes revenus un peu mitigés. Ça, je reconnais que nous avons été... parce que on s'est bien rendu compte que une révolution ne se fait pas en un jour. Et donc, bien entendu, les populations ont mené un combat très courageux contre les dictatures. Et moi, j'ai pas peur de dire que l'Union européenne, à ce sujet, a souvent été très très proche de cette dictature-là. Plutôt que des peuples. Ouais, plutôt que des peuples. Et donc, on n'a pas de leçon à faire au peuple. Mais qu'une révolution, de même que la Révolution française, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, il y aura beaucoup de soubresauts. Et on voit bien aujourd'hui que ça ne se termine pas, ça ne se met pas vraiment en place. Et donc, il y a quand même le risque d'avoir des affrontements violents. C'est l'impression que nous avons eue en Égypte, où on a ressenti beaucoup de menaces pesant sur la situation de la femme, sur l'égalité homme-femme. C'est moins le cas à Tunis, c'est moins le cas en Tunisie, parce que en Tunisie, la constituante, un groupe rassemblant des élus, des parlementaires des différents partis, travaille à définir une constitution, et cette constitution veillera à garantir les droits de la femme, les droits de la population, etc. Monsieur Miller, donc j'espère vraiment que ça va aboutir. Quel regard portez-vous sur ces révolutions arabes ou sur ce printemps arabe quand on voit que dans certains pays, ce sont les islamistes qui ont conquis le pouvoir? Est-ce que pour vous, c'est une situation normale ou bien c'est une dérive de ces révolutions? Bon, écoutez, à partir du moment où des populations se sont mises en mouvement pour revendiquer la liberté, où ces populations ont renversé des dictatures dans le sang, dans la guerre, on l'a vu en Libye, etc., et la Syrie, donc ce sont des situations très très dures qui demandent beaucoup de courage aux gens. À partir du moment où des populations se sont mises en mouvement pour réclamer davantage de liberté, le libéral que je suis ne peut que les approuver et les soutenir. Il y a eu des élections démocratiques qui ont été organisées. La population a voté. Des partis islamistes ont remporté des élections. Il faut faire avec.
il faut faire avec. Ce qu'il faut espérer, c'est que les progressistes tunisiens, les progressistes égyptiens et autres auront suffisamment de poids politique, auront suffisamment d'intelligence politique pour se rassembler, pour se mettre ensemble. Les syndicats, les partis, les libéraux, les mouvements féministes, etc., etc., les universitaires, les étudiants, pour essayer de, je ne dis pas pour écarter l'islam, tout ça c'est du vent, c'est pas ça l'objectif. C'est d'arriver à avoir une constitution, un texte légal qui garantisse les droits, les libertés, les devoirs des différentes personnes, quelles que soient leurs convictions. Et là, je trouve que l'Union européenne est un peu trop silencieuse. L'Union européenne devrait pouvoir aider davantage. Mais donc voilà, le regard que je porte, le regard que les libéraux portent sur ces révolutions, c'est un regard positif. C'est un regard positif. Il faut faire confiance à la population. Sinon, alors quoi, ça voudrait dire que nous aurions une espèce de table des matières toutes faites, nous aurions les réponses à tout et les autres n'auraient qu'à suivre. Ça, c'est pas être libéral, ça. Alors, ma dernière question, Monsieur Miller, vous serez candidat aux prochaines élections communales? Oui, donc à Mons, à toujours. Mons. Mais cette fois-ci, je vais pousser la liste. Et donc, je serai 45e. Pourquoi ce choix? Parce que d'habitude, vous étiez toujours tête de liste. Mais bon, tout d'abord, il y a un peu l'âge qui est là. Et puis, je crois que c'était un bon moment, compte tenu aussi de la puissance du PS à Mons et du bourgmestre en l'occurrence. Je crois que c'était un bon moment de lancer une jeune figure. Nous avons un jeune candidat qui va rassembler l'expérience, l'enthousiasme autour de lui. Donc c'est Georges Puy-Boucher et on va travailler ensemble. Demain matin à 6h, nous sommes à la gare de Mons et nous allons déjà distribuer nos petites cartes avec des pommes. Monsieur Richard Miller, vous êtes député wallon, député de la Communauté française et sénateur MR. Oui, donc je siège dans 3 assemblées, mais je ne suis payé qu'une fois. D'accord. Alors c'est votre dernier mot, le mot de la fin. Et moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle émission de TGI Talk. Merci, Monsieur Miller. Merci, Monsieur Tijini.